Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences Sémaé. On va parler agriculture régénératrice, décarbonation, protection des sols, tous ces sujets qui sont non pas simplement dans l'air du temps, mais une nécessité à cause des changements climatiques bien sûr et des attendus en matière d'agriculture et d'agroécologie. Avec trois invités, tout d'abord à ma gauche Anne Trombini, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du mouvement pour une agriculture du vivant, c'est ça? En deux mots, vous diriez quoi? Eh bien, le mouvement pour une agriculture du vivant vise à accélérer la transition agroécologique, donc vous parliez justement, pour aider les agriculteurs à accompagner le changement de pratique vers la régénération des sols et des écosystèmes. Voilà, les sols en particulier, on va en parler. À vos côtés, Nathalie Sauce, bonjour. Bonjour. Voilà, le micro près de la bouche, merci. Vous êtes directrice agriculture et développement rural à la Commission européenne. Évidemment, ces sujets, ça compte, hein. Très important pour nous et on développe pas mal d'outils pour répondre à ces préoccupations. Voilà, on va en parler donc avec vous notamment. Et en face, Denis David, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint de Céréance Groupe Terrena. Vous me disiez, vous voulez être créateur de semences et de biosolutions pour une agriculture à impact positif, en deux mots. Oui, à impact positif, c'est que l'agriculture régénératrice, la nouvelle agriculture, on l'a définit de plusieurs façons. Cette transition agricole, on la nomme agriculture agroécologique, on la nomme nouvelle agriculture, etc. Notre groupe l'a intitulé agriculture à impact positif, puisque toutes les axes de développement que nous avons définis ont plusieurs impacts positifs, environnementaux, mais aussi économiques, et social, etc. Voilà. Nathalie Sauze, tout d'abord, une première question d'actualité, j'ai envie de dire, avec ce qui se passe au niveau européen, le conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ça peut impacter, ça impacte déjà finalement la vie agricole française européenne? Est-ce que ça peut changer la manière de penser les choses à propos de ces nécessités agroécologiques qu'on veut mettre en place et dont on va parler? Il y a forcément un impact de ce qui se passe actuellement donc avec l'Ukraine. D'ailleurs, il y aura un conseil extraordinaire des ministres mercredi. Mais je ne pense pas que ça va remettre en cause les priorités de la Commission en ce qui concerne justement l'agriculture durable et toutes ces pratiques qui devraient permettre de répondre au changement climatique. Justement, vous me disiez, on met en place, on pense, on imagine un certain nombre d'outils pour promouvoir une agriculture encore plus responsable, plus respectueuse de l'environnement. Qu'est-ce que vous avez dans vos tiroirs, dans vos tablettes finalement? Nous avons différentes choses. Bon, on a eu le pacte vert qui s'est décliné en différentes stratégies avec des objectifs de diminution évidemment des pesticides, l'utilisation des pesticides, des fertilisants, des choses comme ça. Et donc plus concrètement, nous avons maintenant mis en place, donc dans le domaine qui touche à la recherche, mais pas seulement la recherche, une mission pour justement faire en sorte que, je dirais moyen terme, parce qu'on ne peut pas parler de court terme, la santé des sols, enfin du moins les sols redeviennent beaucoup plus sains. Donc il y a une mission et avec différents outils. Et puis il y a d'autres choses. C'est la mission sur la santé des sols, c'est ça? Tout à fait. C'est une mission objectif 2030. Essayer donc lié. On ne va pas arriver à 100%, il ne faut pas se leurrer, mais on va mettre une série d'outils, notamment des laboratoires vivants, des sites phares, de manière à ce qu'on puisse justement aller dans ce sens, parce qu'il y a évidemment énormément de défis à relever pour la santé des sols. Ça, c'est un élément. Il y en a d'autres, je pourrais peut-être y revenir ultérieurement, notamment une communication sur le bas carbone, enfin sur les cycles de carbone durable. C'est quoi? C'est une batterie finalement de solutions qu'on essaye de mettre en place pour que chaque agriculteur, chaque exploitation trouve un petit peu des choses sur lesquelles il peut agir? Oui, c'est lui donner des outils parce qu'on essaye de rapprocher. On avait toujours tendance à dire il y a la recherche d'un côté, les agriculteurs de l'autre, dont l'idée c'est évidemment de les rapprocher et d'avoir cette idée d'approche multi-acteurs qui permet... Mais c'est déjà une réalité, hein, j'ai envie de dire. On reçoit pas mal d'agriculteurs sur le plateau, on traite d'un certain nombre de solutions agroécologiques notamment, mais pas que, tout simplement de nouvelles pratiques. On voit qu'il y a des solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui, hein, c'est une réalité. Hein. Anne Trombini, je le disais, donc directrice du mouvement pour une agriculture du vivant.
J'avais trouvé trois... alors, il y avait une baseline. Est-ce qu'elle est encore d'actualité nourrir les sols pour nourrir les hommes. Tout à fait. C'est pas si bête d'ailleurs, parce que c'est quoi? C'est finalement se rappeler qu'une plante ou un arbre, pour pousser, il lui faut un sol. Et c'est dans le sol qu'il y a toutes les solutions finalement. C'est tout à fait ça, c'est le point de départ, ce qu'on appelle les fondamentaux. Et tout l'enjeu, c'est de remettre de l'agronomie dans les pratiques et dans les filières. Parce que dans le vivant, tout est lié. Et peut-être le tort qu'on a eu dans le passé, c'était de vouloir segmenter les sujets, alors qu'en réalité, dans le vivant, tout est lié et tout part des sols. Donc commençons par ça, remettons la fertilité des sols au cœur des priorités, et ensuite tout le reste, carbone, biodive, eau, etc., ce seront des bénéfices collatéraux de sols vivants. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a déjà reçu plusieurs invités sur ce plateau qui nous disent, oui, effectivement, moi en pratique, je laisse du couvert végétal au maximum de l'année. Parce que effectivement, d'abord, ça va éviter le ruissellement des eaux de pluie qui vont raviner les sols. Ça permet de garder aussi tous les lombrics et d'avoir une solution quasiment de lombricompostage naturel qui se fait. Il y a une vie complète et totale. Bref, allez, il y en a même qui me disent, on redécouvre finalement que ne rien faire à la terre, ne pas la labourer, enfin, la laisser vivre au maximum et planter le plus tardivement possible, c'est finalement la meilleure des solutions, quoi. On redécouvre des choses essentielles. C'est exactement ça, il y a deux principes, ce qu'on appelle le gîte et le couvert de la vie des sols. Donc le gîte et le couvert, c'est la nourriture et le toit, donc il faut couvrir les sols, il faut éviter de les perturber, comme ça évite de perturber cette vie des sols, et il faut lui donner à manger. Et pour lui donner à manger, faut faire pousser des plantes et les restituer au sol. Et c'est là qu'il y a un changement de paradigme sur passer d'une agriculture où finalement on va tout extraire pour aller vers une agriculture où on va restituer une partie de la biomasse au sol. Votre mouvement, il essaye d'accompagner concrètement, hein, c'est pas juste un mouvement, voilà, on défile et puis on en parle, c'est très bien, mais c'est aussi d'accompagner des agriculteurs, des exploitations pour tendre, c'est ça, vers ces meilleures pratiques, on va dire. C'est ça, notre mission, c'est de remettre les agriculteurs au centre de cette transition. Parce que si on veut la massifier et qu'elle aille jusqu'à 100% des agriculteurs, il faut donner les clés aux agriculteurs. Mais pour réussir ça, il faut pouvoir sécuriser leur transition. Et donc tout notre rôle, notre mission, c'est de trouver prendre toutes les parties prenantes de l'agriculture et avec elles de construire les solutions pour sécuriser cette transition. Nathalie Sauze, c'est un peu un changement de paradigme hein, quand même, on est bien d'accord, hein, tout ça. Entre l'après-guerre qui a voulu, comme pour tout le reste, et c'était une nécessité bien sûr économique, alimentaire, etc., industrielle, de produire. Les sols n'étaient que là pour être labourés, plantés, des tonnes d'engrais, de produits phytosanitaux, etc. Aujourd'hui, on doit changer le logiciel, c'est en route déjà. Hein, il faut bien sûr accompagner les agriculteurs, parce que ça prend du temps, c'est pas toujours rentable, voilà. Il faut des moyens, et on leur demande toujours de produire aussi moins cher. Mais c'est une nécessité. Tout à fait, parce qu'il faut quand même maintenir la sécurité alimentaire. Donc, on ne peut pas se contenter de s'occuper des sols, mais il faut aussi maintenir une certaine production, mais en tenant compte du fait que si on ne fait rien maintenant, on va se retrouver avec des sols qui ne seront plus du tout productifs. Donc il faut vraiment agir, mais il faut accompagner, comme vous le dites, accompagner de différentes façons. Il y a les accompagnements financiers, il y a leur trouver des autres solutions pour pouvoir produire correctement. Et puis, il y a tout l'aspect éducation qui est aussi très, très importante. Éducation au départ, dans les lycées agricoles, dans les choses comme ça, mais aussi tout au long de leur vie d'agriculteur, d'avoir des conseillers. Et ça, je dirais que la PAC est vraiment là pour apporter soutien. C'est aux États membres de définir leur plan stratégique, mais il y a des moyens qui sont mis, il y a des mesures qui leur sont offertes. Et c'est vrai qu'il y a aussi tout ce qu'on appelle les éco-régimes. Donc il y a du soutien, mais il faut leur trouver, avec la recherche, des moyens pour remplacer ces pesticides, remplacer ces fertilisants. Donc, énormément de choses. Pour rebondir sur ce que disait Madame Sauze, les plantes de service, c'est quelque chose... Vous allez nous dire ce que c'est aussi, ces plantes de service. Vous les pratiquez, si je puis dire, depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que c'est? Alors, les plantes de service, ce sont des plantes qui n'ont pas vocation à être exportées ou récoltées, mais ce sont des plantes que l'on va mettre soit entre deux cultures,
ou à côté de la culture, ce qu'on appelle les plants de campagne aussi, ou dans des cultures pérennes comme la vigne ou les vergers, et qui vont avoir une certaine fonctionnalité dans le milieu. À l'écosystème. Elles piègent les éléments fertilisants pour les restituer, mais elles vont aussi protéger le sol de l'agression donc des pluies battantes, etc. Elles vont aussi favoriser l'activité biologique. Donc voilà, et là on pense tout de suite aux légumineuses. Hein. On va dire, pour moi, il y a 2 clés de voûte importantes. Il y a la couverture, comme ça a été dit, et la couverture des sols est essentielle, et il faut plus de sol nu en fait. Mais le deuxième moteur, ça sera aussi les légumineuses qui doivent revenir en force. Pourquoi ? Alors les légumineuses, c'est une espèce qui a une particularité très intéressante, qu'on essaye d'imiter d'ailleurs, qui en fait, elles vivent une symbiose avec une bactérie qui s'appelle le rhizobium dans le sol en fait. Donc, mais elles sont en symbiose avec beaucoup de micro-organismes. Et ce rhizobium, en fait, elle fournit au rhizobium des sucres, et en contrepartie, le rhizobium capte l'azote de l'air pour la nourrir en azote. Donc c'est un procédé naturel, complètement naturel, et en fait la légumineuse n'a pas besoin d'azote, n'a pas besoin de fertilisation. Et la légumineuse va contribuer non seulement à exporter, parce qu'elle est riche en protéines, voilà, éventuellement des fourrages pour les animaux riches en protéines, mais en plus ça va restituer au sol donc des nutriments et de la protéine pour alimenter les micro-organismes aussi du sol et faire vivre cette faune. Voilà. C'est extraordinaire parce qu'on voit bien, et vous l'expliquez clairement, hein, qu'il y a un ensemble tellement cohérent finalement entre l'air, le sol, les plantes qui vivent entre elles, et on change là aussi de paradigme. Il ne s'agit pas d'avoir à un endroit donné une seule et unique plante qui pousse celle qu'on veut produire, mais que pour l'objectif à atteindre, il vaut mieux avoir parfois, comme vous le disiez, un ensemble de plantes aussi autour, et ça a plusieurs fonctions. Ça protège aussi les sols du ravinement, Tout à fait. Notamment par exemple, donc ça évite les problématiques qui vont être liées aux inondations, aux sols qui sont lavés, défertilisés à cause de ça par exemple. Hein. Et on leur découvre des nouvelles vocations plus récemment, c'est que ces plantes-là, elles ont aussi des effets biocontrôle. C'est-à-dire que certaines plantes ont des effets naturels dans le milieu, soit pour lutter contre des parasites, soit pour mettre une rupture à certains parasites, etc., soit pour éviter l'apparition des mauvaises herbes. Et ça empêche d'utiliser soit des insecticides, soit des herbicides. Exactement. Et j'ai envie de dire aussi, pour le coup d'œil, après tout, ça fait une nature qui est encore plus belle, ça fait des champs qui sont variés, etc. Des paysages vivants, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, dans la biodiversité, chaque élément de biodiversité a plusieurs fonctions. Et c'est là où il faut comprendre qu'en fait, l'agriculture est systémique et qu'il faut raisonner global, il faut raisonner à l'échelle de la rotation et du système. Et ça, c'est un grand défi des filières, parce qu'aujourd'hui, on a construit un modèle alimentaire qui est basé sur une approche culture, et que demain, il faut tendre vers une approche système, une approche rotation. Et donc, c'est aussi un changement du modèle alimentaire et pas que du modèle agricole. On parle, et on reparlera aussi d'un sujet dans Village Semence sur les solutions pour favoriser la présence des insectes pollinisateurs, avec donc des bandes polyphoniflores de fleurs qui vont être à proximité des cultures pour attirer les pollinisateurs, dont les bourdons, les abeilles, mais plein d'autres choses, pour permettre aussi de favoriser la production agricole. Ça apporte en plus une belle touche colorée. On m'a expliqué qu'en plus, quand c'était installé là, c'était là pour 3 ans. Donc c'est quand même assez formidable. Elles sont utiles pour les pollinisateurs, certes, mais elles sont utiles aussi pour attirer des auxiliaires des cultures. Donc voilà, et ça fait partie de la lutte biologique en fait. Hein. Ça fait venir aussi les oiseaux indirectement, j'imagine. Complètement, oui. Hein, qui sont aussi importants à partir du moment où on leur laisse un petit peu de haies pour qu'ils puissent nicher, si je dis pas de bêtises. Et du coup, la réduction de la chimie, puisqu'on va avoir une lutte biologique intégrée. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Et la clé, on voit bien, et c'est là où on change de paradigme, c'est qu'en fait, on ne va pas substituer une solution non renouvelable, enfin chimique, par une solution biologique. En fait, on arrivera à substituer les solutions non renouvelables par une combinaison. Donc on revoit, et l'approche, c'est exactement ça, l'approche systémique, on revoit le système, la façon dont on appréhende, on prépare la culture qui va venir, le terrain, la culture qui va venir, comment on implante la culture dans les meilleures conditions pour qu'elle sache se nourrir et se défendre naturellement, etc., etc. Et vous parliez de la vie du sol, c'est fondamental. Les grandes innovations de rupture viendront de cette vie qu'on va retrouver, qu'on va restimuler, et de ce qu'on appelle le microbiote, pardon. Et en fait, voilà, il y a des grandes découvertes à venir dans ce milieu, en fait.
Merci à tous les trois. Nathalie Sauze, ce qui est intéressant, et on le voit, je crois que ça se ressent de plus en plus, hein, c'est cette combinaison d'éléments de décisions politiques, parce que parfois, évidemment, il faut impulser quelque chose, d'idées venant de mouvements aussi de jeunes qui ont envie de se mobiliser, d'entreprises, d'agriculteurs, bien sûr, qui disent tous, bon, bah, faut y aller. C'est pas simple, il n'y a pas de solution magique, ça coûte pas rien, mais il faut y aller. Tout à fait, et je pense qu'il faut avoir tous les acteurs sur le terrain, et c'est ce qu'on veut faire avec notre mission sur la santé des sols, c'est justement aller du producteur, mais donc les mouvements, les politiques, mais aussi les citoyens. On ne vise pas que les sols agricoles dans notre mission, on vise aussi les sols urbains, des choses comme ça, et on essaye de... Végétaliser les communes, avoir des environnements qui soient aussi plus plaisants. Et d'ailleurs, on a notre stand de la Commission européenne là, dans le hall 1, et on a des petits ateliers de compostage pour sensibiliser les citoyens à l'importance du sol, à tout ce qu'on peut retrouver, et donc l'intérêt du compostage. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ce sujet, d'aborder des solutions pratiques concrètes avec un regard, on va le dire, résolument optimiste. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. À bientôt.